Bienvenue dans la séquence 10 du programme d'histoire des classes de 3e consacrée à la guerre froide entre 1945 et 1991, autrement dit les années de l'immédiate après-guerre, après-seconde guerre mondiale et en fait toute la seconde moitié du XXe siècle. Comme vous pouvez le voir sur cette image tirée du film Rocky IV, la guerre froide peut se résumer par un affrontement entre les deux superpuissances de la deuxième moitié du XXe siècle. À ma gauche, les États-Unis d'Amérique, à ma droite, l'Union soviétique, l'URSS, et nous allons nous demander comment ces deux superpuissances se sont-elles affrontées sans qu'il n'y ait eu, ni à votre connaissance ni à la mienne, une troisième guerre mondiale. Et vous verrez que cette guerre froide correspond à ce que l'on a appelé la bipolarisation de la planète. Autrement dit, la planète s'est retrouvée d'une certaine manière coupée en deux camps. D'où la problématique de la séquence, comment le monde est-il divisé au temps de la guerre froide? Nous allons aujourd'hui planter le décor spatial à l'échelle de la planète, décor spatial de la guerre froide, un monde bipolaire. Grand A, la guerre froide, un monde bipolaire, 1945-1991. En quoi peut-on parler d'un monde bipolaire dans le contexte international de la guerre froide? Alors, si vous n'êtes pas familier avec l'adjectif bipolaire, il faut comprendre que le monde va être coupé en deux pôles, séparés en deux pôles qui ne sont pas le pôle nord et le pôle sud. Bien entendu, on n'est pas en géographie physique, mais vous allez voir que le monde va être coupé selon un axe plutôt est-ouest et que tous les pays de la planète seront amenés, qu'ils le veuillent ou non, à rejoindre soit le camp de l'ouest, les États-Unis d'Amérique, soit le camp de l'Est, le camp de l'Union soviétique, et qu'il sera difficile, voire périlleux, de tenter de rester neutre dans cette logique d'affrontement bipolaire entre les deux superpuissances de la guerre froide. Avant de passer à la carte du monde au temps de la guerre froide, j'aimerais vous faire réfléchir quelques instants sur cette caricature de presse qui date des années 1970 et qui, je trouve, est peut-être le meilleur document pour comprendre au moins l'esprit de la guerre froide. C'est-à-dire que si vous faites une recherche sur Google Images, que vous tapez guerre froide, vous allez tomber sur des centaines, voire des milliers d'affiches de propagande, de documents divers, qui auront tous évidemment leur intérêt. Mais s'il devait n'y avoir qu'un seul document à conserver pour comprendre d'un coup d'œil la logique de la guerre froide, à mon avis, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit deux camps qui sont absolument identiques. Même bombe, même soldat, même barbelé, et ils font tous la même chose, ils se décochent des flèches. C'est-à-dire que, en fait, les États-Unis et l'URSS sont des jumeaux, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les deux grandes superpuissances qui rivalisent pour dominer l'autre et prendre le contrôle de la planète.
Ces deux camps sont à peu près de force égale. Donc les soviétiques d'un côté, les Américains de l'autre. Logiquement, à l'ouest, les États-Unis. À l'est, les soviétiques. Et ces deux camps, qu'on appellera des blocs, parce que chacun va collectionner les alliés pour se renforcer, et surtout pour empêcher que les pays n'aillent rejoindre le camp d'en face. Donc ces deux blocs sont dans une sorte de guerre de tranchées, hein. On aperçoit au milieu de l'image une sorte de no man's land, comme on pouvait le trouver à Verdun en 1916. Chacun campe sur ses positions, on voit les chevaux de frise, les barbelés, et chacun attaque l'autre, mais alors que nous en sommes entrés à l'ère de la bombe atomique, chacun attaque l'autre avec des flèches, des arcs et des flèches, comme dans l'Antiquité. C'est-à-dire comme si chacun ne voulait pas utiliser des bombes atomiques que chacun des deux camps possède, puisqu'on les voit représentées sur le dessin, mais on voit aussi que sur les bombes des différents types, les bombes A, les bombes H, tout l'alphabet y passe, c'est aussi là qu'il y a un aspect caricatural, hein. On voit une même pancarte sur laquelle il est écrit qu'il ne faut surtout pas se servir de ces bombes parce que l'ennemi pourrait répliquer de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, tous les coups sont permis. On va attaquer le camp d'en face sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan culturel. Il n'y aura pas de limite. Tous les coups seront permis, mais il faut bien veiller à ne pas provoquer une troisième guerre mondiale, un affrontement militaire direct, parce que dans ce cas-là, les deux camps étant de force à peu près égale, possédant tous les deux la bombe atomique, la troisième guerre mondiale serait synonyme de fin du monde, serait synonyme de destruction de la planète, c'est-à-dire que le vainqueur serait détruit au même titre que le vaincu, donc en réalité il n'y aurait pas de vainqueur, il n'y aurait que des vaincus. C'est ce que l'on a appelé, à partir de 1949, à partir du moment où l'Union soviétique a détenu elle aussi dans son arsenal la bombe atomique, c'est ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Et c'est cet équilibre de la terreur qui a empêché le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Et donc ça veut dire que c'est paradoxalement parce que le monde est devenu plus dangereux à cause de la bombe atomique, et bien que justement il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale à cause de la bombe atomique. Voici la carte dont nous allons nous inspirer pour bâtir nos propres repères spatiaux. Il s'agit de la carte du monde aux alentours de 1955, c'est-à-dire pour faire simple, après la mort de Joseph Staline, et donc une dizaine d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale et quelques années après que l'URSS ait mis au point sa propre bombe atomique. Alors, il s'agit d'une carte à projection polaire, hein, c'est pas la carte à laquelle vous êtes le plus habitué, hein. Je vous rappelle que le principe est simple, nous apercevons le monde tel que nous pourrions l'observer si nous étions à la verticale du pôle Nord, et c'est le type de carte que nous utilisons assez fréquemment en géographie dès lors que l'on veut évoquer un des phénomènes de la mondialisation. On en a beaucoup vu des comme ça en classe de 4e par exemple. Mais surtout, l'intérêt de la carte ici, hein, c'est pas de vous embêter et de rendre la carte plus difficile à lire qu'elle ne l'est, c'est qu'elle va nous permettre de nous mettre un peu dans la tête des soviétiques et de comprendre qu'il y a de quoi considérer que le monde est dangereux pour eux. Parce qu'en fait, que voyons-nous? Ben, on va partir justement du camp soviétique, du camp de l'Est. Le camp de l'Est, il est représenté
en rose, rouge, un peu délavé. Bon, l'URSS, on ne peut pas la manquer, hein, c'est un pays immense, le plus vaste pays de la planète, à cheval sur l'Europe et sur l'Asie. À l'ouest de l'URSS, bon là forcément à cette échelle ils sont un peu petits, les pays d'Europe centrale et de l'Est, libérés par l'armée rouge, et que l'URSS utilise un peu comme une sorte de pare-choc, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie. Bon. Et puis, en Asie, la Chine, la Mongolie, le Vietnam du Nord, la Corée du Nord, qui forment un ensemble géographique cohérent, compact. Un bloc de l'Est, un bloc communiste, qui se retrouve finalement entouré, et dans une logique de confrontation, on peut même dire encerclé, par les pays qui sont en bleu clair ou en bleu foncé, qui constituent le camp d'en face, c'est-à-dire le camp de l'Ouest, c'est-à-dire le camp des États-Unis et de ses alliés. Donc l'Amérique du Nord, bien sûr, hein, États-Unis-Canada, qui constitue le cœur, le chaînon le plus solide de ce bloc de l'Ouest, de cette chaîne qui entoure l'URSS et le bloc communiste. Mais toute l'Amérique latine, à l'exception de l'île de Cuba, parce que les États-Unis ont pris soin, sauf à Cuba, ils ont raté un peu le coche, mais pour le reste du continent américain, les États-Unis ont veillé à liquider toute menace communiste dans ce qu'ils considèrent comme leur jardin, ou comme leur banlieue. Mais on trouve aussi des pays qui sont protégés et alliés des États-Unis en Europe de l'Ouest, à l'image de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie. Et on voit que les États-Unis ont tissé une alliance, pas systématique, hein, il y a des trous dans la raquette, comme on dirait aujourd'hui. L'Inde, par exemple, est un pays qui reste officiellement neutre, mais on voit que des pays entourent, comme le Japon, comme les Philippines, comme l'Australie, finalement, font que les Soviétiques et leurs alliés chinois se considèrent comme encerclés. Alors, comme cette carte est un peu complexe, un peu riche, surtout en cette fin d'année scolaire, nous allons la bâtir pas à pas. Donc, je vais commencer par vous demander de replacer quelques repères spatiaux de base, notamment les repères océaniques. Et j'attire votre attention sur un repère qu'on n'a pas l'habitude de mettre en place, mais qui là est essentiel, c'est le détroit de Bering. Ce détroit de Bering qui sépare l'Union soviétique à l'est de l'Alaska, mais l'Alaska est un territoire des États-Unis. Donc autrement dit, par le détroit de Bering, soviétiques et américains possèdent une frontière commune. Et qui plus est, ce détroit de Bering, qui n'est pas extrêmement large, quelques dizaines de kilomètres seulement, en plus est gelé à l'époque, la plupart du temps. Hein, il y a de la banquise parce qu'on n'est pas encore dans le cadre du réchauffement climatique et on est très près du pôle Nord. Ce qui fait que le détroit de Bering va être une des régions les plus militarisées au monde pendant la guerre froide, parce que soviétiques et américains sont littéralement en situation de contact. On peut dire que le détroit de Bering constitue une ligne de front entre les deux blocs. Commençons par le bloc de l'Est, qu'on appelle aussi le bloc communiste, dont la superpuissance est sans conteste
l'Union soviétique, qui est le grand vainqueur, avec les États-Unis bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale, qui est auréolé du prestige de la victoire de Stalingrad, qui a brisé les reins du Troisième Reich, avant que l'armée rouge n'achève ce même Troisième Reich en envahissant Berlin dans les derniers jours d'avril 1945. L'URSS, qui était très isolée, je vous le rappelle, avant la Seconde Guerre mondiale, est sortie de par la force des choses de son isolement. Elle en est sortie donc renforcée, et elle a profité des circonstances de la guerre pour retrouver ses frontières de 1914, et donc c'est une revanche sur la Première Guerre mondiale d'une certaine manière, et aussi pour libérer, occuper, ça dépend du point de vue, les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et l'Est de l'Allemagne. Alors sur votre carte, ça ne va pas représenter grand-chose à colorier, mais il faut quand même vous efforcer de les colorier. Puisqu'on est dans une logique de bloc, l'URSS n'est pas isolée, elle va avoir avec elle des pays frères qui vont lui servir d'une certaine manière de pare-choc. Le terme exact c'est glacis, mais on va parler de pare-choc, ce sera plus simple, à l'est de l'Europe et donc à l'ouest pour elle. Le bloc communiste va considérablement se renforcer et considérablement s'étendre sur le plan spatial grâce à l'intégration de la Chine à partir de 1949, puisque au bout d'une guerre civile longue d'une quinzaine d'années, mise entre parenthèses par l'invasion japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, le communiste Mao Zedong, que vous apercevez sur l'affiche cachant le soleil, triomphe de son éternel rival Chiang Kai-shek et va imposer une dictature communiste de style stalinien et va naturellement rejoindre le camp communiste, le bloc de l'Est, emmenant avec elle la Corée du Nord, le Vietnam du Nord, la Mongolie, et d'autres pays dans le monde vont aussi être séduits par l'idéologie communiste, notamment sur l'île de Cuba. Et ça, pour les Américains, ça va être un réel problème, puisque l'île de Cuba est à moins d'une heure d'avion à l'époque de la presqu'île de Floride. Autrement dit, Cuba, c'est la proche banlieue des États-Unis. Et pour les États-Unis, il n'est pas acceptable qu'un État puisse exister et qui soit communiste ou allié de l'URSS. Ça revient au même pour les États-Unis. Donc ça va être un réel problème et ça sera l'origine d'ailleurs d'une grave crise de la guerre froide. Et puis quelques autres pays d'Afrique vont se laisser séduire aussi par le modèle soviétique, à commencer par l'Algérie, une fois que l'Algérie, bien entendu, aura atteint son indépendance, aura triomphé du colonisateur français, c'est-à-dire en 1962. Donc si je récapitule, et si je me place du point de vue des Américains, c'est-à-dire du camp d'en face, le bloc communiste est en complète expansion. Le bloc de l'Ouest, le bloc occidental, le bloc américain, va donc devoir réagir. Et nous allons maintenant donc passer à l'autre camp.
Alors, commençons par situer la superpuissance américaine, hein, donc les États-Unis, qui sont, je vous le rappelle, en deux morceaux. Il ne faut pas oublier l'Alaska, justement, en contact avec l'Union soviétique. La superpuissance américaine qui a donc noué des alliances politiques, économiques, militaires, nous verrons cela dans le cadre des dossiers consacrés à la guerre froide, avec le voisin canadien, mais aussi avec de nombreux pays d'Europe de l'Ouest, ceux qui n'ont pas été, entre guillemets, libérés ou occupés, comme vous le voulez, par l'armée rouge, et qui sont regroupés dans une alliance que l'on appelle l'Organisation du Traité Atlantique Nord, et tout simplement parce que si vous regardez carte, ces pays sont situés de part et d'autre de l'Atlantique, mais ils sont situés de part et d'autre de l'Atlantique Nord, donc d'où le nom de l'OTAN, Organisation du Traité Atlantique Nord, NATO en anglais. De toutes les alliances militaires contractées par les États-Unis à l'époque, c'est l'alliance militaire la plus solide. Celle qui peut le plus menacer l'Union soviétique. Mais l'OTAN n'est pas une menace pour l'Union soviétique. Elle n'est pas conçue pour être une menace. Elle est conçue pour être un bouclier pour empêcher les rouges, comme on les appelle aussi, d'envahir l'Europe de l'Ouest. Les États-Unis considèrent que le communisme est une peste. Du reste, ça n'est pas une idée nouvelle, puisque après la révolution de Lénine d'octobre 1917, les Alliés avaient fait tout ce qu'ils avaient pu pour empêcher la peste bolchevique d'envahir le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, on retrouve la même logique. Faire en sorte que le bloc communiste ne puisse se répandre à la surface de la planète. Et malheureusement pour les Américains, le fait que la Chine, pays le plus peuplé d'Asie et du monde, devienne communiste à partir de 1949, montre que la peste bolchevique, la peste communiste, peut effectivement se répandre dans de vastes régions du monde entier. Donc il convient, autant que possible, de construire une digue, un mur, pour mettre en quarantaine, pour isoler complètement le bloc communiste. D'où la logique des alliances passées avec de nombreux États de différents continents pour mener à bien cette politique d'endiguement du communisme. En Amérique latine, au Moyen-Orient, parce qu'en plus au Moyen-Orient il y a les réserves pétrolières de la planète, mais aussi en Asie autant que possible, pour limiter les dégâts, pour empêcher par exemple le Japon ou la Corée du Sud ou le Vietnam du Sud de tomber aux mains des rouges, comme on les surnomme, sans oublier l'Australie. Donc ce sont tous ces pays en bleu qui vont être soutenus et alliés des États-Unis pour limiter la contagion communiste. Dans ces conditions, les lignes de front entre les deux blocs sont nombreuses à travers le monde, en Asie, mais en Europe tout particulièrement. D'où des crises qui vont secouer la planète, puisqu'on a affaire à une logique mondiale de bipolarisation de la planète, de coupure en deux, encore une fois, de la planète en deux camps. Et la première crise majeure se déroulera à Berlin, on l'étudiera d'ailleurs, et elle va se dérouler pendant près d'un an. Ce sera le fameux blocus de Berlin-Ouest en 1948-1949. Mais Berlin
constituant, et vous le comprendrez le moment venu, l'épicentre véritablement de la guerre froide et des crises de la guerre froide. Une seconde crise éclatera qui sera également très sérieuse, durable, d'autant qu'elle marquera le paysage berlinois pour plus d'une trentaine d'années. C'est la fameuse crise du mur de Berlin que nous étudierons là aussi le moment venu, en 1961. Donc 2 crises majeures sur le front européen, et plus précisément à Berlin. Mais au vu de la géographie planétaire de la guerre froide, l'Asie constitue aussi le terrain de tous les dangers, avec une double ligne de front qui passe par le Vietnam et par la Corée, avec dans les 2 cas un pays coupé en 2, la moitié nord appartenant au bloc communiste, la partie sud étant protégée par le bloc de l'Ouest. Donc naturellement des crises devaient éclater, et la guerre de Corée 1950-1953, dont on parlera très très brièvement, illustre bien la bipolarisation de la planète, mais aussi d'une certaine manière du continent asiatique. Et si vous vous dites que la peinture, le tableau que j'ai mis sur la diapo a une drôle d'allure et qu'on dirait bien un peu du cubisme de Picasso, eh bien je vous dis bravo, puisque c'est effectivement un tableau de Pablo Picasso et que nous étudierons en histoire des arts en plus. La troisième crise majeure que je voudrais situer avec vous et pour vous dans le cadre de cette première séance, c'est la crise de Cuba de 1962 qui va voir le monde aux portes de la Troisième Guerre mondiale et probablement au bord de la destruction. On voit le dirigeant américain John Fitzgerald Kennedy à droite et son homologue soviétique Nikita Khrouchtchev en français, se livrer à une partie de bras de fer, assis chacun sur leur arsenal nucléaire, prêts à appuyer sur le bouton rouge de la Troisième Guerre mondiale. Et là, croyez-moi, le monde est passé vraiment très très près de la catastrophe. Alors, j'ai un regret, je vous l'avoue, c'est que nous n'étudierons pas cette crise parce que, simplement parce qu'il faut faire des choix dans le programme et que, grosso modo, c'est soit l'Allemagne, soit Cuba. Donc, je vous traite l'Allemagne, mais la crise de Cuba, croyez-moi, vaut le coup aussi, hein, parce qu'on est aux portes des États-Unis. Voici donc la carte, une fois complétée, du moins à l'échelle planétaire. Et je n'ai pas parlé des pays qui sont restés en blanc, parce que ce sont des colonies. Donc en tant que colonies, eh bien, elles suivent la politique de la métropole. Et comme la colonie en général est européenne et que plus particulièrement elle est britannique ou française, ou portugaise, c'est-à-dire 3 pays alliés des États-Unis, eh bien ces colonies, on pourrait éventuellement les considérer comme des alliés des États-Unis, sauf que ces pays vont basculer dans la décolonisation, c'est-à-dire qu'ils vont acquérir leur indépendance, et là, il y aura des choix à faire, et j'ai déjà évoqué le cas de l'Algérie, qui dès 1962 se jettera dans les bras de l'URSS. Et puis, vous avez également les pays en pointillés. Alors, eux sont des pays qui officiellement se proclament neutres, hein, c'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'ils n'étaient ni de l'Est ni de l'Ouest. Ils veulent coexister si possible avec l'un et avec l'autre, comme l'Inde ou comme l'Union sud-africaine. Mais en réalité, ce sont des pays qui... Enfin, l'Inde, si. L'Inde a réussi très habilement à être ami avec l'URSS et avec les États-Unis, mais dans le cas de l'Union sud-africaine, par exemple, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, très clairement, l'Union sud-africaine se déclare neutre, mais elle a quand même choisi le camp des États-Unis. C'est pour ça que j'ai colorié en bleu.
La bipolarisation de la planète concerne également l'Europe. L'Europe est coupée en deux, comme le montre la carte, et donc à l'échelle de la planète, les petits pays européens sont minuscules et on ne voit pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé une fenêtre dans laquelle on va pouvoir zoomer sur la carte de l'Europe de la guerre froide vers 1955. Oui, je sais, il va falloir recolorier les pays, mais c'est quand même pas très grave. Donc on retrouve les pays qui sont membres de l'OTAN, c'est-à-dire à peu près toute l'Europe de l'Ouest, sauf la Suisse qui reste fidèle depuis 1515 et Marignan à sa politique de neutralité absolue. Donc les Suisses ne sont ni de l'Est ni de l'Ouest, ni communistes, ni occidentaux, même si évidemment leur économie, leur mode de vie les place plutôt dans le camp de l'Ouest. Quant à l'Espagne, alors c'est un peu différent. L'Espagne, logiquement, devrait faire partie de l'OTAN, mais l'Espagne, à l'époque, a toujours à sa tête le dictateur Franco, qui est le seul des grands dictateurs de l'entre-deux-guerres à avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale, et avec Staline jusqu'en 1953, et Franco, qui va donc mourir seulement en 1975, est un obstacle, parce que l'ami d'Hitler, l'ami de Mussolini, c'est pas très très reluisant. Donc l'Espagne n'intégrera l'OTAN qu'après la mort de Franco et le rétablissement de la démocratie en Espagne. Donc on retrouve en particulier la France, le Royaume-Uni. Et les Américains ont réussi un exploit, c'est-à-dire celui de mettre dans la même alliance militaire deux pays qui se haïssent, le terme n'est pas exagéré, la Grèce et la Turquie. Grecs et Turcs se haïssent, mais ils ont un ennemi commun encore plus redoutable, le communisme. En face, le bloc communiste, le bloc de l'Est, le bloc soviétique, appelez-le comme vous voulez, avec l'URSS, et puis ces pays frères, comme je les appelais tout à l'heure, qu'on finira par appeler les démocraties populaires, ça sera le terme officiel, c'est-à-dire des territoires totalement sous contrôle de l'URSS, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, plus l'Est de l'Allemagne, devenue République démocratique allemande, autrement dit RDA. Et de la même façon que les États-Unis ont mis en place une alliance défensive militaire qui s'appelle l'OTAN, eh bien les Soviétiques vont faire de même de leur côté, une alliance militaire défensive en cas d'attaque venue des États-Unis ou de leurs alliés de l'Ouest, qui s'appellera le Pacte de Varsovie et qui apparaîtra en 1955. Et donc, entre les deux blocs, une ligne de front pas du tout virtuelle, de plusieurs milliers de kilomètres, qui part au nord du cercle, quasiment du cercle polaire, et qui s'étend jusqu'au rivage de la mer Noire. C'est le gros trait noir épais, et que l'on appelle tout simplement le rideau de fer. Alors c'est une expression qui peut vous paraître assez curieuse à vous, mais tout simplement parce que aujourd'hui les commerçants n'utilisent plus les rideaux de fer, ça devient rare. Il y a encore des commerces, notamment les bijoutiers, parce que c'est obligatoire dans leur assurance, en plus des vitrines blindées. Mais le rideau de fer, c'était le moyen pour le commerçant de fermer sa boutique et surtout de la mettre à l'abri des voleurs la nuit. Donc quand le rideau de fer est tiré, plus personne n'entre, plus personne ne sort. C'est une expression que l'on doit à Winston Churchill, l'ancien Premier ministre britannique de la Seconde Guerre mondiale, et qui voulait dénoncer la
coupure, la bipolarisation de l'Europe, en imputant la faute, évidemment, à Staline et au bloc communiste. On peut donc concevoir que pour les pays qui s'affichent, qui se proclament officiellement neutres, la situation n'est pas particulièrement confortable. Je pense notamment à la Finlande qui a beaucoup à se faire pardonner de l'URSS parce que la Finlande, avant 1918, faisait partie de l'Empire russe, a profité de l'effondrement de l'Empire russe pour arracher son indépendance. C'est pas si vieux. En plus de cela, les Finlandais ont à se faire pardonner que quand Hitler a envahi l'URSS à partir du 22 juin 1941, la Finlande s'est alliée au Troisième Reich et a participé à l'invasion de l'URSS et au siège de Leningrad pendant 3 ans. Donc ça aussi, c'est difficile à oublier. Du coup, la Finlande va se proclamer neutre pour éviter d'afficher une hostilité trop grande vis-à-vis de l'URSS, mais il est clair que la sympathie des Finlandais, qui sont notoirement anticommunistes, elle va évidemment, cette sympathie, au bloc de l'Ouest. Même chose pour les Suédois, qui ont résisté à la tentation de participer à l'invasion de l'URSS en juin 1941, parce qu'eux aussi étaient inquiets, ils étaient rendus inquiets par la menace bolchevique. Eh bien, les Suédois qui sont restés neutres pendant la Seconde Guerre mondiale vont également rester neutres dans le cadre de la guerre froide, mais il est clair que leur sympathie va aussi à l'Ouest. Dans le cas de l'Autriche, c'est encore un petit peu différent. L'Autriche a été en partie libérée par l'armée rouge, en partie libérée par l'armée américaine. Les deux armées évacuent le territoire autrichien et il est entendu que l'Autriche restera neutre. Pas question que l'Autriche adhère à l'OTAN. Le cas le plus inconfortable est peut-être pour la Yougoslavie. La Yougoslavie est un pays qui se déclare socialiste, autrement dit communiste. Donc logiquement, il devrait être colorié en rouge et devrait faire partie du bloc de l'Est, et il devrait donc se trouver de l'autre côté du rideau de fer. Mais Tito, TITO, le dirigeant de la Yougoslavie, ne veut pas devenir une marionnette entre les mains de Staline. Et il peut se permettre cette indépendance parce que les partisans, c'est-à-dire les résistants yougoslaves, dont le chef était Tito, ont fichu les Allemands à la porte sans le concours de l'armée rouge. Et du coup, il n'y a pas un seul soldat de l'armée rouge, pas un seul soldat soviétique sur le territoire yougoslave. Ça permet donc à Tito de revendiquer son indépendance, ce que Staline va très mal prendre, et la Yougoslavie et son voisin albanais vont se retrouver exclus du bloc de l'Est. Mais comme ils sont socialistes, ils ne vont pas non plus pouvoir adhérer au bloc de l'Ouest. Ça va expliquer pourquoi Tito va essayer de trouver une alternative avec ce qu'on appellera le tiers-monde, c'est-à-dire les pays d'Afrique et d'Asie récemment décolonisés, et qui eux aussi cherchent à éviter à retomber sous influence ni soviétique ni américaine, et qui se disent qu'après tout, avec la Yougoslavie de Tito, on peut peut-être s'entendre. Voilà, nous en avons fini avec cette carte riche, complexe, qui nous donne un aperçu effectivement de la complexité de la guerre froide. Donc je vous laisse maintenant la peaufiner et puis éventuellement la prendre, ça serait une bonne idée. À bientôt pour une nouvelle séance qui sera plus courte, plus simple et qui nous permettra de poser quelques jalons chronologiques, de situer dans le temps quelques temps forts de la guerre froide. Bonne journée, à bientôt!